Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Et ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Alexandre Beaufrère, professeur de judo et jujitsu. C'est un petit garçon renfermé, timide, pas très sportif qui monte sur le tatami pour la première fois à 9 ans. Il n'en descendra pas car il y découvre évidemment le sport, mais surtout l'ouverture aux autres et une forme d'expression de soi. Précoce ceinture noire à 15 ans, c'est à cet âge qu'il découvre le professorat aux côtés de son père, puis la compétition entre 17 et 21 ans avant d'entrer à l'école de judo à Poitiers pour finir professeur diplômé d'État. On a parlé de pédagogie, de contrôle de soi, des bienfaits du sport, mais on a également évoqué le temps qui passe, la nature, la Belgique ou les comédies musicales. J'ai pris beaucoup de plaisir à converser avec lui, la bienveillance et son royaume. Allez, je vous embarque à la découverte d'Alexandre Beaufrère, ceinture noire de l'élégance, Goodberry, c'est parti. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane. Tout va bien? Tout va très très bien, merci. On m'a dit que c'était ton anniversaire aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Bien vu. Ouais, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Oui. Bon, super. Quel est ton rapport, toi, à l'âge? Je fais beaucoup d'humour là-dessus parce que on vieillit tous, c'est vrai. C'est vrai qu'on a et on a peur du temps qui passe, même si c'est une expérience et ça me stresse pas plus que ça parce que je fais quand même pas mal d'activités, je me bouge constamment donc c'est vrai que le sport, tout ça met on est bien, mais j'ai un peu ce stress de vieillir comme tout le monde, même si je me dis, ça passe, le temps passe, il faut vivre chaque moment et se faire plaisir. J'ai toujours eu cette notion de l'âge qui passe, mais je me dis maintenant qu'il faut profiter vraiment du moment présent. Ça, c'est ma philosophie depuis quelques années. Je crois qu'il faut être heureux de vivre les moments que l'on vit. On a la chance de pouvoir les vivre. Donc même quand j'aurai 80 ans, je dirais j'ai 80 ans, mais j'ai la chance d'avoir 80 ans. Comment tu te vois à 80 ans? J'espère, en pleine forme, ça c'est une bonne question. J'espère peut-être aussi toujours sur les tatamis, parce que c'est vraiment quelque chose, ouais. C'est vrai que j'ai toujours eu, pas l'appréhension d'arrêter, mais je me dis, pour moi la retraite, tout ça, je travaille évidemment, mais le judo, être en activité, voir du monde, voir les tout petits, voir les grands, avoir cet échange, je ne me vois pas m'arrêter. C'est plutôt ça qui me gêne entre guillemets, mais à 80 ans, j'espère être encore en forme, plus ou moins dynamique, avec l'arthrose qui va avec, j'imagine. Mais franchement, avancer avec le sourire. Tu connais des judokas seniors? Oh oui, j'en connais. J'en ai connu qui sont malheureusement disparus depuis, mais des gens qui avaient 90 ans, 92 ans, qui montaient sur le tatami, qui faisaient toujours acte de présence, qui avaient besoin d'être parmi les judokas, je pense, pour garder cet état d'esprit. Du judoka, toujours avec le sourire et quand je voyais ces personnes, et je les vois encore d'ailleurs, qui ont un certain âge mais qui montent, ils sont un petit peu, ça va un peu dans tous les sens, ils peinent à marcher un petit peu, mais ils sont heureux d'être parmi toutes les nouvelles générations, c'est un exemple pour nous. Déjà dans la vie, pour toute personne normale, les anciens, c'est le temps qui passe, c'est toutes ces choses que ça nous évoque, mais par contre sur le tatami, c'est l'expérience, c'est la sérénité. Et on voit les maîtres zen, entre guillemets, cette image du vieux japonais, qu'on peut voir encore sous cette image-là. Je trouve que c'est quand même assez joli. Donc, je les croise avec un énorme respect, toujours un petit salut de judoka, et toujours le sourire aux lèvres en me disant « j'espère plus tard être aussi bien qu'eux ». Et si on remonte cette fois tout au début, toi tu te souviens de tes premières montées sur un tatami? Ah oui, je m'en souviens, parce que j'étais un enfant introverti, très timide, qui ne voulait pas monter sur le tatami. Une petite tête de cochon aussi, il faut le dire, il faut être honnête. J'étais tellement timide que je n'osais pas. Mon père est professeur de judo. T'avais quel âge? J'ai commencé à 9 ans. J'ai commencé assez tard, parce que même ma sœur avait commencé à 6 ans. J'ai commencé à 9 ans. J'ai peiné à monter, mais une fois que je suis monté sur le tatami, je suis jamais redescendu. Pourquoi t'avais peiné à monter? Parce que j'étais quelqu'un de très renfermé. Très introverti, mal dans mon corps. J'étais pas sportif du tout. J'étais un petit rondouillard qui mangeait beaucoup, qui avait pas envie de se bouger plus que ça, qui était renfermé, voilà.
Le fait de monter sur le tatami et de faire du judo, je me suis aperçu que faire du sport, que ce soit dans tous les sports, mais en l'occurrence en judo, ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a ouvert aux autres. Ça m'a permis de me surpasser. Et je me suis découvert autre chose. C'est vrai que maintenant je dis en péda, pour les enfants quand ils arrivent, les parents me disent mon enfant il est hyper réservé et tout. J'ai fait que tu faire du judo, ça va faire du bien, ça va l'épanouir. D'autres personnes me disent mon enfant c'est un hyperactif, j'arrive pas à le canaliser. Venez faire du judo. Et on s'aperçoit que le judo, ça aide vraiment à se canaliser, à apprendre à repérer son corps dans l'espace, à faire des techniques, à se surpasser dans les combats. Et ça fait beaucoup de bien. Donc on va dire que c'est grâce au judo que j'ai pu évoluer. Si je n'avais pas fait de judo, je pense que, je sais pas, ma vie n'aurait pas été la même. Ah oui, tu penses? Ah oui, franchement, très honnêtement. Parce que je pense que je serais resté à ne rien faire ou je pense que mon éveil, l'éveil d'enfant que j'étais, n'aurait pas été le même. Ça m'a vraiment permis je sais pas, de m'exprimer. On n'ose pas, les enfants n'osent pas et les parents essaient de pousser, hein. Après, nous, c'est ce qu'on dit aussi, c'est pas le forcer, mais c'est lui dire qu'ils viennent sur le tatami avec les autres, qu'ils viennent se faire plaisir, qu'ils viennent découvrir. Et l'enfant, à la fin, il fait « Waouh, je suis super bien » parce qu'il est heureux d'avoir participé à quelque chose. Et moi, je pense que dans mon cas, tout à fait perso, et maintenant, c'est un reflet sur les enfants que j'ai depuis presque, pas près de 40 ans, mais 35-37 ans que je fais de la péda. Je vois les enfants arriver. Ma plus grande passion en tant qu'éducateur, c'est de les voir au bout d'un mois ou deux être totalement changés. Et que les parents viennent me voir en me disant « je ne le reconnais plus ». Et là, ça me fait énormément plaisir parce que ça reflète qui j'étais étant jeune, le bien que ça m'a fait. Alors je sais que mon père est un peu peiné en tant que prof de judo, c'est dur de dire « mon fils, il veut pas monter sur le tatami, qu'est-ce que c'est que ça, quoi, c'est pas possible ». Mais une fois que j'ai mis les pieds dessus, j'en suis jamais redescendu depuis. T'avais tout de suite des capacités? J'ai jamais eu de réelle capacité, on va dire, en judo. Je suis pas un judoka, je suis pas un fin technicien, mais j'ai toujours eu la passion de, quand je fais quelque chose, j'essaie de faire les choses bien. Donc j'étais plutôt un combattant. La vie a fait que ça m'a donné un peu une choune, je sais pas si le mot est joli, mais ça m'a donné une espèce de pêche et une envie de me battre. Et ça fait énormément de bien. Après, à partir de 15-16 ans, je commence à aider mon père pour les cours de judo. Et je me suis découvert cette fibre quand j'étais au lycée. Je me suis dit, mais je ferais bien éducateur parce que j'aimais énormément l'échange avec les enfants. À cette époque-là, les adultes, c'est plus dur quand on a 15 ans. Mais des cours de 3-4 ans, quand on fait des bébés, par exemple, ça n'a rien à voir avec des enfants qui ont 7-8 ans. La façon d'aborder les enfants, de leur parler, et tout ça, c'était super enrichissant pour moi, parce que le fait d'être éducateur, j'ai l'impression que ce que je leur donnais, ce que je leur apprenais, ils me le redonnaient aussi, les enfants, ou les moyens. Ça me faisait... Il y a un échange, parce que l'éducateur donne quelque chose, il essaye d'apprendre des choses à des enfants, mais le retour, il est super intéressant, de leur façon d'être, leur comportement, comme on disait à l'instant. Tout ça, c'est hyper enrichissant et ben ça me stimulait moi aussi. Donc depuis, je n'ai jamais arrêté de donner des cours. Et en judo, je suis plus un pédagogue. J'étais un peu compétition à un âge entre 17 et 21, 22 ans où j'étais en pleine bourre, on va dire, et je faisais des combats. Mais le côté pédagogique m'a rattrapé très très vite. Et je me suis vraiment appuyé là-dessus. Quelle était ton approche, toi, avant les combats? Bah, quand je faisais des combats en club, c'était un peu spécial parce que j'étais le fils du prof, ce qui est pas facile. T'as une obligation de perf, c'est ça? C'est une très bonne question ce que tu dis parce que ça me remet des choses en tête. Mon père n'a jamais voulu me mettre en avant de petit à maintenant. Il a toujours dit tu resteras toujours derrière, tu es mon fils, je ne veux jamais que tu aies de privilèges. Ce qui a fait que, un exemple, il n'y a pas de ceinture intermédiaire à l'époque, mes copains passaient des ceintures. Et moi, je passais des degrés. Et j'avais dit à mon père un jour, j'avais 10 ans, 11 ans, en voiture, je dis, mais mes copains, ils passent des ceintures et moi des degrés. C'est quoi la différence? On passe des degrés jusqu'à temps qu'on n'ait pas le niveau pour passer une ceinture supérieure ou l'âge, tout simplement. Maintenant, on a fait des ceintures intermédiaires qui permettent de passer une ceinture par an. Et j'ai des copains qui passaient des ceintures et moi qui passais un degré. Et c'était en dessous, quoi. Et je lui disais un jour en voiture, j'ai dit...
j'en sais pas trop. Parce qu'il est... Et je dis, mais c'est que j'ai pas le niveau en judo pour ça. Il m'a dit, non, tout simplement, c'est que tu es mon fils. Et tu resteras toujours mon fils et je ne veux pas te privilégier. Et je lui avais dit à 10-11 ans, mais tu ne me privilégies pas. Si je suis à la hauteur de ce que sont les autres, je peux avoir la même ceinture qu'eux. Il m'a dit, bah non, c'est comme ça. Et par la suite, dans la vie, il a toujours fait ça. Ça a toujours été ça. Mais par contre, je vois en positif. C'est pas du négatif. C'était négatif quand on est petit. Je vais rebondir sur la compétition justement après. Mais ça te forge en disant pourquoi j'y ai pas droit alors que... Et ça te fait mal intérieurement, mais ça te développe une envie de réussir, une espèce de... Shun, comme j'aime pas... Enfin, c'est un mot que j'aime bien. Cette espèce de volonté, on va dire. De volonté d'y arriver. Et quand je me retrouvais en combat, je rebondis dessus, dès que je prenais le kimono, les autres étaient plus gradés que moi, et je me disais, tu vas voir ce qui va se passer, toujours avec le sourire, hein, parce que j'ai jamais été agressif, mais avoir la volonté de jamais je mettrai un genou à terre, et puisque c'est ça, je vais faire voir si c'est moi qui fais mon judo moi-même, qui est mon propre professeur, entre guillemets. Même étant tout petit, je me suis dit, je vais me battre pour faire voir ce que je sais faire. Et donc, ce côté pédagogique de mon père, si on peut dire pédagogique, voilà, ça m'a donné une envie d'y arriver. C'est pour ça que je dis que c'est pas négatif du tout. C'est que ça m'a fait progresser. Si j'avais pas eu ça, j'avais tout eu comme les enfants. Enfin, je vais pas dire comme les enfants de maintenant, c'est pas gentil, mais qu'on donne facilement les choses, que les choses sont très faciles. Là, c'était des bâtons qui ont été mis dans les roues, qui m'ont fait avancer, mais avec une... Et ça m'a donné le petit rond qui était sur le bord du tatami qui ne voulait pas monter. Ah ben, 2 ans après, dès que je prenais le kumikata, la façon de dire le kimono, voilà, j'en voulais vraiment. Et ça, c'était le côté positif dans le négatif, on va dire. T'as des anecdotes de combat? Des anecdotes de combat, j'en ai en club, évidemment, depuis que j'ai eu mes 9 ans, que je fais des combats à chaque fois. Des anecdotes de combat, j'en ai une qui est particulière, c'est quand je suis arrivé à Poitiers, à l'école de judo pour être professeur. J'étais admis à Orléans, et puis j'ai une place qui s'est libérée à Poitiers, je dis tiens, je vais y aller, j'avais mon beau-frère qui était en sport-études là-bas. Je suis arrivé là-bas, je suis arrivé avec ma voiture, j'ai mis le kimono, je suis rentré dans une salle où il n'y avait que judoka, des performeurs évidemment, des gens qui allaient au tournoi de Paris, des futurs champions olympiques d'ailleurs qui étaient avec moi en formation compétition. Et je fais un salut, je monte, moi j'arrive de ma campagne, des Busancais. Je monte, il y a un gars qui me salue, qui me dit bonjour. Et on fait un petit combat, je fais un combat avec lui. Je dis waouh, il tourne super bien le gars. Et à la fin du combat, je me remets contre le mur, je respire quelques secondes avant de reprendre un deuxième combat. Puis il y a un gars qui me dit c'est chouette, tu t'es fait plaisir. Je dis mais qu'est-ce qui tourne bien ce gars-là? Il me dit il est vice-champion du monde en militaire. Et je dis ça y est, j'ai mis le pied dans le bain. Et là je me suis dit, et quand j'ai regardé tous les gars autour de moi, j'ai dit waouh, il y a du beau monde. Et c'est maintenant qu'il faut faire ses preuves. Et là, c'est une anecdote, mais faut jamais sous-estimer une personne, parce que quand on est en combat, quelle que soit la ceinture, quel que soit le niveau, et j'ai appris aussi, alors c'est encore autre chose, mais ne jamais surestimer une personne. C'est-à-dire que quand je dis à mes élèves, comme ce week-end encore, il y en a qui sont au Pôle France, qui sont des niveaux 3e sur le podium, comme ça, mais je dis allez-y. Moi, plus il y avait je savais qu'il y avait de choses en face, plus il y avait de répondants, plus j'avais le sourire en me disant je vais y aller. Là, je vois les gens qui sont un peu tétanisés en disant waouh, je vais m'en prendre une. Et moi, je disais miam miam, j'ai envie d'y aller. Je vais m'en prendre une sûrement, hein, attention, hein, c'est pas prétentieux, hein, mais j'allais en prendre une, j'en ai pris. Hein. Mais alors, j'y allais avec une volonté et une envie d'en découdre. Toujours avec le sourire, mais avec la volonté qu'il faut. Ouais. On a fait un épisode il n'y a pas très longtemps avec Christophe Gervais, qui est préparateur mental. Ouais, ouais. On parlait judo aussi pendant l'épisode, et il me disait, dans le top niveau des judokas, donc physiquement ils sont au même niveau, techniquement ils sont à peu près au même niveau, Tout à fait. Tactiquement on n'a rien à leur apprendre forcément, mais que la différence elle se faisait au mental. C'est énorme. Je suis même archi certain que le mental est ce qu'il y a de plus fort, alors en judo et dans les autres sports. On peut savoir plein de techniques de judo, enfin je parle du judo, on a plein de techniques de judo, plein de déplacements, plein d'expériences. Si on n'a pas le mental, ça ne passera pas. Quelqu'un qui a un mental, qui est préparé mentalement, physiquement évidemment. Alors je ne vais pas dire qu'il faut jouer au bluff, mais moi il m'arrivait en compétition, quand il y a 3-4 minutes, c'est très long. C'est très long les compétitions, c'est vraiment dur physiquement. Et les deux, à peine à respirer, le cardio il est à fond. Et si on se redresse, qu'on fait comme ça, qu'on se donne l'impression d'avoir la volonté, rien que ce gars en face, il fait « Waouh, je vais pas tenir ». Et on joue un peu, pas au bluff, mais même derrière, même si on fait semblant, il faut l'avoir le mental. Parce que tu peux pas faire ça
en disant je vais m'écrouler. Il faut, même si tu es au bout de ta force, tu te dis il faut que j'y aille, je ne poserai pas un genou par terre, je vais me battre jusqu'au bout. Encore une fois, j'ai encore dit à mes compétiteurs ce week-end, quelle que soit leur ceinture, j'avais des ceintures vertes qui combattaient contre des ceintures marrons, des ceintures noires. Je dis qu'importe. Dans ta tête, si tu as envie d'y aller, tu vas y aller. Tu vas te faire plaisir, tu vas donner tout ce que tu as donné, quel que soit le résultat. Il sera déjà super. Le fait d'être là, comme je dis à mes petits, à mes grands, vous venez ce matin en compétition, vous mettez face à une personne, vous êtes seul à seul, vous n'êtes pas 11, vous êtes seul à seul. Just do it, vous le faites maintenant. Et les gamins, ils savent qu'au niveau mental, waouh, faut être fort. Ils s'en aperçoivent. Et évidemment, le kumikata, le cardio, la technique. Mais beaucoup de gens disent, faut que j'apprenne beaucoup de techniques pour être fort en judo. Non, on a quelques techniques, 4-5 que l'on aime, 3 principalement. Et après, c'est le mental. Tout vient du mental, pour moi. Et quand tu dis 3 ou 4 techniques que tu aimes, je pense que la notion de plaisir, c'est important dans ce sport-là. Oui, 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 oui. Parce que tu as, comme qu'on appelle des spécifiques, des techniques que l'on aime passer, évidemment, principalement. Mais il faut prendre plaisir à faire du sport, quel que soit le sport, encore une fois. J'aime aussi bien aller courir que nager. C'est vraiment des choses qui me plaisent énormément. Quel que soit le sport, c'est se faire plaisir avant tout. Avoir son petit moment à soi aussi pour s'évader, se faire plaisir, se faire du bien moralement, physiquement. Et c'est vrai que la notion de plaisir doit rentrer en compte. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Ce que je dis pour les enfants, il ne faut pas que ce soit une obligation, mais quand les enfants ou les grands commencent à faire du judo, ils savent que c'est dur de venir, même le soir, quand on a des cours de jiu-jitsu à 20h, 21h, en hiver, c'est dur. Mais par contre, une fois qu'ils sont dessus, même si c'est dur d'y aller, quand ils sortent, ils vont faire « Ah, mais qu'est-ce que je me suis fait plaisir !» Et ils repartent avec le sourire alors qu'ils sont venus en disant « J'étais fatigué », alors que c'était plutôt une fatigue, on va dire, nerveuse. Et à partir du moment où on acquiert cette fatigue physique à la fin d'entraînement, on est moins fatigué qu'en arrivant. Et avec le plaisir. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu as des petits outils quand tu vois qu'il y a un enfant qui est un peu en souffrance, qui veut pas venir, qui traîne un peu les pieds? Il faut lui parler. Il faut vraiment parler à un enfant. Même aux ados. Les ados, c'est même encore plus... Certains cas sont plus difficiles. Mais pour les enfants, il faut savoir leur parler. Il y a beaucoup d'enfants qui sont, quand je dis introvertis, mais qui se renferment. Il faut savoir trouver les mots. Le côté pédagogique, c'est dur. Il faut savoir être très doux, à la portée de tout le monde, tout en étant, alors pas sévère, mais avoir une petite forme d'autorité. Donc le juste milieu est dur à trouver. Quand on est éducateur, que ce soit qu'un petit ou un plus grand, il faut être copain, il faut être frangin, il faut être père. Et ça, c'est pas facile. Il faut trouver l'astuce entre ces trois personnes pour ouvrir l'enfant, pour qu'il puisse s'ouvrir à toi. Et un enfant qui prend confiance, après, il donnera le meilleur de lui-même. Quels sont les mots que tu aimes bien employer? J'adore les mots positifs. Je sais que certains profs, ou même mon père me dit, t'es trop positif avec les gens, tu leur dis trop que c'est bien. Je dis oui, mais c'est ma façon de faire, c'est ma pédagogie à moi. J'aime dire à quelqu'un, c'est pas passé ce que tu as fait. Par contre, c'est bien. Ce que tu fais, c'est bien. Il y a la volonté de le faire, c'est chouette. Et si on le refait, c'est encore mieux. Ça va être vraiment... ça va être encore plus joli. Et je suis fier de ce que tu fais. Il faut vraiment pousser les gens à être heureux, comme on disait tout à l'heure. Quand tu parles de pédagogie, est-ce que toi, tu as eu des mentors? Alors j'ai eu des mentors, oui. J'ai eu un professeur à Poitiers quand je suis arrivé, qui s'appelait Claude Beau, qui était un professeur de judo, qui était dans les années 70, qui faisait partie de l'équipe de France de judo, donc quelqu'un d'un très haut niveau. Et ce qui m'a impressionné, c'est sa façon d'être humble. Je suis arrivé, il avait un niveau donc national et international. Il nous parlait très honnêtement, très sincèrement, sans jamais dire je. Il n'a jamais dit je. Et vous pouvez faire ça, vous en êtes capable. C'était des salles où on faisait évidemment, à l'école des professeurs, nous on faisait préparation compétition avec des salles qui étaient complètement renfermées comme ça, avec des tapis sur les murs, on ne sortait pas pendant 2 heures. Et c'était mais ça ne s'arrêtait pas, il y avait de la casse et c'était au mental, là c'était vraiment pas préparation compétition. On allait faire de la pédagogie dans des clubs, en IME, dans les centres spécialisés, enfin... On faisait de la musculation, on allait en amphi faire de la psy, de la bio. C'était super intéressant
le professorat à cette époque. Je parle comme un vieux. Mais quand je suis arrivé, ce monsieur, j'ai trouvé très humble. Et quand on parlait technique, parce qu'on en parlait tout à l'heure au niveau des techniques, tout ça, il m'a dit les techniques, d'accord. Le sol, d'accord. Mais de toute façon, vous n'avez pas posé un genou par terre. Donc pourquoi aller au sol? Il y avait 4 niveaux à l'époque, Koka, Yuko, Wasari, Ippon. Quand on tombait, différentes notes qui faisaient que à Ippon, c'était le boom et on arrêtait le combat. Mais il a dit pourquoi faire autre chose? Vous allez mettre Ippon. De toute façon, vous allez mettre Ippon. Si vous êtes loupé, vous mettrez Yuko parce que vous êtes loupé. Mais dans tous les cas, vous allez mettre Ippon. Donc c'est pas la peine de réfléchir à ce que vous allez faire après. Dans votre tête, vous allez exploser, vous allez faire quelque chose de bien. Et sa façon, cette approche, ça m'a surpris parce que j'étais habitué à travailler plus en technique et il m'a dit soyez vous-même, faites-vous plaisir, on revient au même mot, le plaisir. Faites-vous plaisir, faites du judo, mais éclatez-vous. Mais alors, dans le bon sens du terme, avec la philosophie d'un sage qui parlait assez peu. Quand il me disait Hajime, c'était, voilà, on voulait être fier pour lui. Et c'était vraiment quelqu'un qui m'a énormément apporté. C'est vraiment la personne qui m'a mis à la compétition, qui m'a donné l'envie, sans juger. Et ça, c'était impressionnant. Parce que quand on n'est pas jugé, on donne le meilleur de soi-même pour que la personne en face soit fière. On a plus mal quand on le déçoit qu'autre chose. Mais c'est vraiment un énorme plaisir. Donc c'est mon mentor. C'est vrai que Claude Beau, ça a toujours été mon mentor. Et aujourd'hui que tu es de l'autre côté, que tu es coach, tu le ressens aussi, ce besoin de faire bien pour toi, du coup, maintenant? Oui. Mais je me suis... je ne vais pas dire que je me suis sacrifié pour Apeda, c'est pas ça. Ce serait pas un joli mot. Mais souvent on m'a dit il a fallu que tu continues tes Dan, que tu évolues, que tu... Alors je fais des stages de formation pour être professeur, on fait des stages de self-fait, plein de choses. Mais je sais que j'ai été à un certain moment... tu vois, j'ai passé mon premier Dan, je vais avoir 15 ans, Bassator noir. J'ai homologué qu'à 16 ans, parce que j'étais un petit peu en avance, mais c'était un petit peu tôt. Après, j'ai passé mon deuxième Dan quand j'étais à Poitiers. Mon troisième Dan, je l'ai enchaîné. À 21 ans, j'étais troisième Dan. Donc j'étais le plus jeune du département. Et depuis, j'ai 55 ans aujourd'hui et j'ai mes points de quatrième Dan, mais j'ai jamais passé mes katas. Et les gens me disent pourquoi t'as jamais passé ton quatrième Dan? Je dis c'est que je n'avais pas ressenti ni le besoin ni rien et je me suis beaucoup, pas sacrifié, mais alors j'ai beaucoup bossé à côté évidemment, on a du boulot, mais ça m'a toujours fait plaisir de faire évoluer les autres. Dans mes yeux, ou à mes yeux, quand je vois des enfants passer des ceintures, quand je vois des gens arriver à ceinture marron, à la ceinture noire, ça me donne 10 fois plus de plaisir, j'en ai les larmes aux yeux, j'en pleure, que si moi je passais un Dan supplémentaire. T'as pas de regret de pas avoir passé ces Dan? Regret non, parce que là je me dis est-ce que je finis, voilà, j'arrive à un âge, je me dis je peux encore un petit peu bouger, est-ce que je finis, est-ce que je fais mes katas, est-ce que je trouve le temps de me passer quelques heures ou 2-3 mois à bosser pour ces katas, et j'ai pas envie de me mettre de contraintes. Ce que je reçois est beaucoup plus important que ça, vis-à-vis de toutes les personnes qui m'entourent. Je préfère me baser à faire des katas tous les jours pour faire passer des ceintures noires et que j'ai envie que les autres soient heureux. Moi, je suis heureux comme je suis. Évidemment que ce serait bien que je fasse. Je suis d'accord avec toi. Souvent, une fois par mois, j'y m'y mets. Je dis non, tiens, j'ai ça, je cours dans tous les sens. Aucun dimanche de libre. Voilà, là, je suis resté un mois sans aucun dimanche de libre. Je suis en compétition. Tout le temps. Il faut trouver 2 heures, un samedi matin ou voilà, c'est pas facile. Il y a des moments aussi, il faut ça relâcher quand on a un boulot la journée et que le soir, on a 4 heures de judo derrière après la journée de 8 heures. Mais donner aux autres, ça me fait beaucoup plus plaisir que... Je reçois aussi. C'est un aller-retour là-dessus. Donc je me dis, c'est pas le Dan qui fera le judoka. Pour moi, c'est pas le grade qui fait le judoka, très honnêtement. Il y a des gens qui sont peut-être plus gradés, qui ont une mentalité qui pour moi n'ont pas la bonne mentalité, qui n'ont pas l'état d'esprit judo. Donc pour moi, c'est pas le Dan. Je préfère une ceinture verte qui a un très bon état d'esprit que quelqu'un qui soit 5e Dan et qui a un mauvais état d'esprit. Pour moi, c'est la personne qui compte. C'est comme le métier, c'est pas le métier que l'on fait, c'est ce que l'on dégage, ce que l'on est tout simplement. Et pour moi, j'ai souvent dit, une ceinture bleue un jour, je lui ai dit, t'es un super judoka, t'es mieux qu'un 3e Dan, qu'un 4e Dan. T'as une super mentalité,
Et ces gens-là, j'ai fait évoluer vers la ceinture noire. Et après, s'ils veulent passer des dan supplémentaires, ils les passent. Mais moi, l'aboutissement, c'est de dire, passez votre ceinture noire, c'est un rêve d'enfant. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé très tard le judo et qui m'ont dit, j'ai 40, 50 ans, non, je ne pourrai jamais passer ma ceinture noire, c'est fini pour moi. Et qui après, à la fin, quand ils ont eu leur ceinture noire, m'ont dit, Alex, jamais j'aurais cru l'avoir. Jamais. Jamais j'aurais rêvé de ça, à ce point. Moi, j'ai envie de voir les gens évoluer. J'ai envie que ce soit les autres qui évoluent. Moi, je suis heureux comme je suis. Et je veux rendre les autres heureux. Est-ce qu'il y a un moment, quand tu es jeune, où tu te poses la question d'être judoka professionnel? Ça s'est posé comme ça. Ça s'est posé comme ça. J'ai fait de la compétition. Quand j'ai fini l'école de judo, je partais en sport armé. J'ai fait le championnat de France militaire. J'étais à fond dedans jusqu'à mes 21 ans où j'ai passé mes katas de 3e dan le soir. Le lendemain, j'étais mettre mes 50 points pour le 3e dan. Et puis après, je me suis dit, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu vas chercher là? Ce côté pédagogie me plaisait un peu plus. On se casse aussi en compétition. On se fait pas mal de blessures. Et puis, la vie aussi, la vie active. Parce que j'ai vu beaucoup de compétiteurs vivre de compétition, mais pas vivre à côté, vivre de ça, et pas des gens heureux, on va dire, dans la vie, tout ça, pas épanouis. Ils sont pas épanouis dans la vie personnelle, on va dire. C'est un côté un peu intensif qui te faisait peur? Alors non, parce que j'adorais ça. Même maintenant, si on me dit aller, je suis un fifou, quoi. Je suis plus prêt même à faire de la compétition que de passer mes katas, quoi. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, du coup, tu te dis... Alors c'est la vie, c'est-à-dire que moi, à l'époque, j'ai rencontré ma future épouse, et puis qui était étudiante, et puis il y a un bébé qui arrivait assez vite. Et à partir de là, tu te dis, voilà, je suis le seul à avoir un salaire, il faut que je sois au boulot tous les jours. Tu crées une famille, c'est aussi une priorité pour moi, c'était une priorité. Donc j'ai privilégié d'avoir une famille et d'avoir des bonnes de créer une base, on va dire mettre la chape de béton, comme je dis, on construit dessus, mais il faut mettre la chape de béton d'abord. J'aurais pu ne pas avoir de vie et aller en compétition, voilà. Je pense que j'aurais pas été non plus vraiment super doué, je suis pas un fin compétiteur. J'ai quelqu'un qui a le mental pour combattre, j'aime ça. Mais je voulais le garder à mon petit niveau à moi, c'est-à-dire me faire plaisir avec les autres, les voir sourire, faire des combats avec eux, se tirer la bourre et puis voilà. Et puis me dire je vais avoir une vraie vie, équilibrée, en pensant au futur. Alex, là on est à Ardentes. Oui, c'est ça. T'es originaire d'ici? Ah oui, je suis berrichon à 100% et je suis originaire d'un petit village à côté de Buzancais qui s'appelle Chézel, où je suis né. Ma mère était institutrice là-bas et j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 17-18 ans avant de partir en études par la suite. J'ai beaucoup de souvenirs. J'étais quelqu'un qui était beaucoup en extérieur, on va dire, qui vivait dans les chemins, dans les bois, toujours avec mon vélo, toujours au bord des rivières, toujours à gambader, à être amoureux de la nature. J'étais vraiment amoureux de la nature et je me faisais plaisir à aller voir les champs de fleurs, tout ça, c'est un peu bébête pour un mec. Voilà, j'ai toujours aimé être dans la nature, m'allonger dans l'herbe, traverser la rivière les pieds nus, faire des bêtises, mais être heureux dans ma campagne. Tu veux faire quoi quand tu étais petit? Eh ben, quand j'étais petit, c'est vrai qu'à un certain âge, je me suis dit, les eaux et forêts, ça m'aurait plu, parce que j'aime beaucoup les arbres, me retrouver dans la forêt, tout ça. Comme tous les petits garçons, je voulais être motard de la police, parce que j'ai toujours été depuis tout petit, j'ai ce gène moto qui m'a toujours tenu. Et si je réussis plus tard, j'aurai une moto. Enfin, c'est quand on est petit, j'aurai. Et j'ai des parents qui m'ont dit, si tu veux quelque chose, tu l'auras, mais fais-le pour toi-même. Mais il faut se battre pour avoir ce que l'on veut. Et donc, ma vie, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Est-ce que je vais faire ça? J'ai plein d'idées. J'aimais énormément la photo. Mon père s'était fait un labo photo parce qu'il aimait ça aussi. Donc je prenais beaucoup de photos où on faisait développage photo. Je lisais Chasseur d'images. À l'époque, c'était les petits bouquins qui sortaient sur les photos. Et j'allais dans la campagne faire beaucoup de photos, de tout. D'ailleurs, après le lycée, j'ai voulu prendre... j'étais admis à l'école de Tours en photo. Bon, maintenant, ça n'existe plus, je pense qu'il n'y a plus grand-chose à faire là-dedans. Mais à l'époque, j'ai même travaillé un mois, l'été, 1 ou 2 mois d'ailleurs, dans un magasin où je vendais des appareils photo, j'avais développé les photos. Et j'avais trouvé ça super sympa, mais je me suis dit, il faut que ça bouge pour moi, il faut que ça bouge. Et c'est à l'époque où j'attendais mes résultats pour entrer en école de judo. Et dès que j'ai su que je partais à l'école de judo, hop, j'ai foncé. Alors l'école de judo, c'est un CREPS, c'est un centre de formation pour les professeurs qui à l'époque était aussi formation compétition. Donc tu restes 1 an dans une structure, un CREPS, où tu as tous les nationaux
quel que soit le sport. Il faut un niveau. Il faut être déjà deuxième dan. Enfin, il y a plein de choses à être minimum pour présenter un dossier et faire les tests pour rentrer à l'école de judo. Il y avait les nationaux en golf, en rugby. Nous, c'était bien, c'est une structure, et souvent c'est ça, c'est un petit château avec la piscine, les amphis qui sont à côté, les terrains de foot, les terrains de tennis. C'est un grand centre où tout le monde se retrouve et on fait une formation pour devenir professeur. Et c'est très enrichissant, c'est très enrichissant. Donc tu passes un an, c'est dur. Hein, nous, en judo, évidemment, c'était assez dur par rapport, je ne vais pas dire par rapport aux golfeurs, mais quand on refermait les portes et qu'on avait 2 heures tous les soirs à rentrer dedans, c'était physiquement le matin à 6 heures, on allait courir 10 km. Après, il fallait se retrouver en amphi. Enfin, c'est formateur, ça forge bien. Moralement, comme on disait tout à l'heure, mentalement, mais alors, je ne te dis pas. Parce que même si on était des mecs, on pleurait aussi de temps en temps par les blessures et par la souffrance de tous les jours non-stop, faire ça pendant un an. Mais après, on en sort diplômé d'État en tant qu'éducateur sportif et on peut rentrer aussi bien dans une municipalité en tant qu'éducateur sportif ou être professeur de judo si on va être plus spécifique dans son domaine. Et après, moi, j'ai enchaîné, comme je t'ai dit, sur le sport armé où ils m'ont pris dans les 20 personnes de la région pour faire partie de l'équipe de sport armé Poitiers. Et là, on est militaire. On faisait 12 mois à l'époque. Et une fois qu'on fait le peloton d'élèves gradés, si on veut monter en grade, j'étais passé brigadier chef, j'étais éducateur sportif à l'armée, tout en faisant mon armée. Donc je formais les jeunes recrues. Et tous les soirs, je sortais, on allait se mettre une petite peignée avec les sports-études, les STAPS, les professeurs, les sports armés, tout ça, on se retrouvait tous ensemble pour aller combattre le soir. Donc c'était un petit plus. Ouais. Et à cette époque-là, tes idoles? C'était tous les champions parisis qu'on l'on voyait en compétition au tournoi de Paris. Quand on est plus jeune, quand on se met dans les gradins, qu'on les voit, on dit waouh, c'est chouette. Et puis quand on arrive à l'école de judo ou ces formations compétition, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Et là, tu les vois en vrai, tu les as avec toi. Donc c'est vrai que j'en avais 3 qui faisaient le tournoi de Paris l'année de ma formation professeur. Et ils étaient au tournoi de Paris, et là on était avec les copains, on se tirait la bourre avec eux, ça c'était génial. Les champions du monde militaire de Coster, qui était quelqu'un de connu aussi à l'époque, quand je suis arrivé sur le tatami, je n'avais pas reconnu tout de suite, mais j'ai compris au niveau des bras. Et puis j'avais une copine, une amie qui s'appelait Marie-Claire Restou, et qui faisait de la compétition en même temps que nous, qui faisait formation compétition, et qui est devenue championne de France, d'Europe, championne du monde, championne olympique par la suite. Donc c'était une bonne copine, et c'est vrai qu'on s'est formés tous ensemble, on combattait ensemble, c'était super sympa. Il y en a qui sont sortis du lot, qui sont montés au niveau national et international, et d'autres qui sont restés, comme moi, à leur petit niveau en tant que professeur, mais qui ont trouvé leur voie, on va dire. On côtoie des champions, même si c'était là des futurs champions, ils étaient en phase de devenir des champions. Ils nous envoyaient à l'INSEP. Il y avait le tournoi de Paris, évidemment, il y avait les championnats du monde, et ils prenaient tous les centres de formation en compétition pour les envoyer avec les champions à Paris. Et on arrivait sur le tatami une semaine avec eux, et là c'était une grande fierté. Il y avait Marc Alexandre, il y avait tout le monde, tous les champions olympiques de l'époque, et on montait à l'INSEP avec l'équipe de France. Et on servait un petit peu de... Je sais pas comment on peut dire. On peut pas dire de partenaire. De sparring partner. C'est ça. Pour s'entraîner avec eux. Mais quel plaisir. Fabien Canu, tout ça, on s'entraînait avec eux. Et tous les champions du monde, champions olympiques, quand on est sur le tatami, on a passé une semaine là-bas d'enfer. Et là, on se dit, on côtoie les champions, et quelques semaines après, on les retrouvait au tournoi de Paris sur le tatami face aux Japonais, face à des champions aussi de tout pays. Et c'était réellement une fierté, un plaisir. Et quand t'es petit, t'as des posters de sportifs dans ta chambre? Ah oui, judo. Hein. Que judo. Que judo. J'avais des posters de Japonais qui faisaient des techniques qui étaient magnifiques. J'ai des posters de tous ces judokas français, japonais principalement, parce que c'était vraiment des grands champions. J'ai toujours aimé le sport. Je ne suis pas borné sur le judo, attention. Hein. Je ne suis pas que judo. Même à 12, 13 ans, 14 ans, j'allais courir tout le temps. J'aimais beaucoup courir, faire de la course à pied, partir. Moi, j'aimais beaucoup la campagne, comme je te le disais tout à l'heure, mais je prenais mes baskets, même qu'il y ait de la neige, ça m'arrivait d'aller courir, de partir dans la neige et d'aller courir. J'avais besoin de m'échapper, de faire du sport. Et la course à pied, à petit niveau, hein, avec mon petit niveau normal,
Ça m'a toujours plu de prendre les baskets et d'aller courir 10, 20, me faire plaisir, 5 même, de temps en temps pour se sortir. Et j'aimais également beaucoup le ski. J'avais la chance de... Ma mère avait un bon niveau de ski, parce qu'elle fait aussi Krebs aussi en danse à Poitiers aussi. À l'époque, elle avait été là-bas. C'était une sportive aussi. Bon, mon père aussi était évidemment sportif. Mais il m'emmenait une semaine par an à la neige. Et c'était ski de fond, ski alpin, c'était bonheur total. Donc, arrivé à un certain âge avec mon père, vers les 15-16 ans, on se faisait le ski de fond le matin, on se faisait 20 km. Et puis l'après-midi, on partait en ski alpin à se faire plaisir. Et c'est vrai qu'à un moment de ma vie, vers 16-17 ans, je me suis dit je passerais bien mon diplôme d'état de ski, parce que j'étais vraiment, vraiment fan de ski. Mais pour des raisons de distance, il a fallu que j'achète tout, que j'aille là-bas et tout, faire du ski. Même ski alpin, en militaire, ça m'aurait fait plaisir aussi. Mais comme j'étais dans le judo, je me disais, je fais judo. Mais voilà, dans mes posters de chambre, c'était principalement des judokas. Ma vie de tous les jours, on va dire. Ouais, ok. Une fois que tu as ces expériences-là, de formation, Oui. judo, qu'est-ce qui se passe? Quand je suis sorti de l'armée, je suis revenu ici. Et mon père avait Busancé et le Poinçonnet. Et j'ai commencé à prendre des heures petit à petit, prendre des heures de cours. Et après, je suis entré professeur dans un lycée, dans le CFA, avenue de Guérilla, bâtiment, en tant qu'éducateur sportif. Je suis rentré là-bas et je faisais mes cours de judo à côté. Ça me faisait, voilà, je jonglais sur les deux, c'est très agréable. Et puis par la suite, par un simple hasard, on va dire, je suis rentré dans une étude d'huissier à Châteauroux, en tant que clerc d'huissier. Je crois que la vie, c'est plein de petites choses qui arrivent comme ça. L'ancien président du club de Busancé, son fils était ancien judoka et huissier sur Châteauroux, et était docteur en droit et donnait des cours à Orléans et à Châteauroux à la fac pour former en droit. Et je lui ai dit, j'aimerais bien bosser dans le droit, venir voir ce que c'est sur le terrain. Mais il m'a dit, Alexandre, pas de souci. Donc voilà, ça a été formation, ça a été plein de petites choses. J'ai mis le pied à l'étrier. Mes parents m'ont dit, mais jamais tu seras là-dedans. Mais qu'est-ce que tu vas te mettre dans ce boulot-là? Et ça fait 32 ans que j'y suis. Et quand je suis rentré clair à l'étude, une fois que j'ai été assermenté, en fin de compte, j'ai trouvé un équilibre entre l'étude et le judo. J'ai laissé tomber mon côté prof de sport. J'ai gardé mes clubs de judo sans lesquels voilà, il faut que je vois du monde et que je sois bien en positif. Et j'ai gardé l'étude. J'ai pris l'étude en plus. Si j'avais pris que l'étude, j'aurais pas tenu. Le fait d'être à l'étude et d'avoir le judo à côté pour se libérer du stress, du négatif, entre guillemets, de la journée, tu es obligé de vider ça, de faire du sport, de voir d'autres personnes et d'avoir cet équilibre. Tu as une jambe de chaque côté et ça c'est vraiment chouette. Et à contrario, qu'est-ce que ça t'apporte, l'étude? Je dirais pas que c'est l'étude qui m'apporte, je dirais que c'est moi qui ai apporté à ma façon à moi, quand tu vas voir des gens, de trouver des solutions avec les gens, de savoir, on a un code moral au judo, le contrôle de soi, le respect. Comme je disais, il ne faut pas sous-estimer une personne, mais il ne faut pas non plus réduire les personnes, il faut essayer de trouver des solutions pour tout. Ce que je dis aux gens, il faut toujours voir alors je le dis souvent, mais aussi judoka à tout le monde, il faut voir le verre à moitié plein, ça c'est mon truc. Je ne veux jamais dire, oh là là, non, il faut dire, si jamais on pouvait faire ça, ça serait bien, ça serait positif. Donc dans ce que je vois dans la journée, qui n'est pas tout rose, j'essaie d'apporter un peu pas d'humanité, mais j'ai envie que tout se passe bien et trouver des solutions pour les gens. C'est un côté peut-être qui n'a pas été trop vu dans ce domaine-là, qui est un peu dur. L'image n'est pas belle. Je ne sais pas si l'étude m'a apporté quelque chose. Moi, j'ai apporté une façon de voir les choses et une façon de faire avec les gens qui est différente. Un peu d'humanité et toujours dire aux gens, je pourrais être à votre place. Personne ne peut faire le malin dans la vie. Tout peut arriver à... Voilà, il faut rester zen, rester serein, le respect, comme on dit. Et après, il faut faire son travail tout en étant à l'écoute des personnes. Et ça me plaît beaucoup. On arrive dans des situations très délicates, ça peut être des choses très banales. Hein. Puis des choses qui sont beaucoup moins drôles. J'ai vécu des choses horribles, j'ai vécu des choses extraordinaires. Enfin, je veux dire, c'est une vie. On est sur le terrain, moi, je sais ce qu'est la vraie vie, ce que disent les gens, ce qu'ils ressentent. Et là, on a vraiment la vraie vie sur le terrain, au quotidien. Et c'est sûr que l'attitude des personnes peut
peut être différente. Il y a des personnes qui s'effondrent. Enfin, je ne veux pas de négatif, attention, hein, je parle du boulot. Hein. Il y a des personnes qui se mettent en colère, ce qui est aussi pas logique, mais voilà. Et le but du jeu, c'est de, comme en judo, introverti et hyperactif, si quelqu'un se met en colère, quand quelqu'un arrive et qu'il commence à crier, de parler normalement, de calmer le jeu, décider on va trouver une solution, et qu'à la fin, les personnes disent « merci beaucoup ». Alors qu'ils sont arrivés, qu'ils me rentrent dedans verbalement, physiquement, malheureusement, de temps en temps, ça peut arriver, évidemment. C'est déjà arrivé plusieurs fois sur des choses, oui. Et comment tu réagis quand c'est comme ça? Alors, c'est une bonne chose, une bonne question surtout. Mais la bonne attitude à avoir, c'est de se dire je suis judoka. En fin de compte, plus on fait du sport de combat, plus on sait se maîtriser. Moins on a envie de mettre... c'est pour ça que... Enfin, je dérape un peu, mais quand on voit des gens qui font des sports de combat ou sans dire des mots comme le Krav Maga qui disent si quelqu'un vous agresse, vous tapez dedans, vous rentrez dedans. Et je dis non, pas du tout. Il ne faut pas faire ça. Nous, on l'apprend en self-défense avec Isa. Et la self-défense, le contrôle de soi, ça compte énormément. Si quelqu'un vient vous toucher, même si vous en met une, il faut essayer de rester zen et de reculer en disant calmez-vous, mais il ne faut pas rentrer dedans. Alors pour moi, en l'occurrence, ça serait pas une facilité, mais j'aurais un peu plus de facilité qu'une personne lambda, étant professeur de judo jiu-jitsu, mais ça ne sert à rien de taper. Ça ne sert à rien de rentrer, de faire mal aux gens. Évidemment qu'il y a des gens à qui je me disais, quand les gens me disent le pingouin, je vais te sortir de la parapet des fesses, et je dis, j'ai envie. Mais évidemment, l'intelligence est qu'il faut dire, excusez-moi, on va trouver une autre solution. Voilà, je reviendrai, je repasserai, calmez-vous, je repasserai. Il faut savoir être intelligent. Par contre, quand c'est verbal, c'est verbal. Si on te touche, il faut savoir encaisser pour ne pas répondre, sinon on peut être en tort aussi. Et si c'est plus grave ou c'est des choses plus, comme ça m'est déjà arrivé, un peu plus physiques, il faut réagir pour ne pas non plus se laisser mettre au sol ou... Et dans cette fonction-là, tu es assermenté? Ah oui, je suis assermenté, oui. On est assermenté par la justice, bien sûr. Et bien sûr, on a la même couverture qu'un huissier. En fin de compte, on fait tampon entre les deux. On fait la procédure jusqu'à temps que l'huissier termine la procédure. Tout ce qu'il n'a pas le temps de faire, nous, on va sur le terrain, on fait les enquêtes, on fait... Ouais, donc tu es vraiment dans l'opérationnel pur. Ouais. C'est ça, et on est tout seul. Face à la personne, on est seul, où que l'on soit. Les huissiers se déplacent avec un agent de police et des témoins, mais un clerc d'huissier qui fait la procédure sur le terrain, que ce soit les enquêtes, parce qu'on peut aller au boulot, on peut aller, voilà, on va partout, dans les prisons, dans les banques, ça bouge dans tous les sens, et c'est ce que j'aime dans ce métier, c'est que c'est jamais pareil, On arrive sur un divorce, sur une expulsion, sur plein de trucs. C'est très très large. Et à chaque fois qu'il y a un dossier qui est terminé, même si on s'est fâché, tac, on revient avec le sourire et on redémarre un nouveau dossier. Il ne faut pas qu'il y ait la haine qui s'accumule. Il faut être toujours zen, un bon équilibre et savoir repartir sur un nouveau dossier. Et en sachant qu'à tout moment, ça peut déraper. De plus en plus, malheureusement. Les gens ont de moins en moins peur. J'en parlais avec des personnes... comme Isa, comme ça, eux, ils sont déjà 3 ou 4 et boum, ça déborde très vite. Ils sont 3 et quand je lui dis je suis tout seul, elle me dit mais t'es fou, parce que à tout moment tu peux avoir, ce qui m'est déjà arrivé, des choses qui se mettent face à moi, des couteaux, des séquestrations, voire me balancer du 3e étage. Voilà, j'ai eu des choses qui étaient un peu difficiles à vivre. Là, il faut réagir et agir physiquement pour évidemment... Et cette adrénaline, parce que j'imagine qu'il y en a. Oui, c'est que je gère, oui. Qui me convient, non. Je voudrais que tout se passe bien. Quand on a un fusil ou quelque chose qui arrive face à soi, c'est jamais très agréable. Alors évidemment que c'est rare. Ça m'est arrivé, tout ça, une dizaine de fois en 35 ans. Mais bon, voilà. C'est quand même beaucoup. Et il y en a quelques-uns qui laissent leur vie aussi. Mais le fait est que de pouvoir être serein face à la personne, de pouvoir... à 99% calmer le jeu et redescendre la pression. C'est de plus en plus dur, je suis d'accord. La vie est de plus en plus dure et les gens sont... Voilà. Mais après, alors je ne sais pas si je continuerai, très honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais continuer dans cette branche. Le côté éducatif et bien-être me plaît plus. Je ne suis pas sûr de continuer. Ça, on verra par la suite. Et quand le soir, tu montes sur le tatami, tu arrives à couper de ta journée? Je coupe tout. J'ai cette capacité à me dire,
Et une fois que je sors de l'étude, même s'il y a des choses que Ouais, tu laisses tout là-bas. j'ai tout là-bas, je ferme les choses négatives ou positives, mais je ferme la porte et j'ouvre la porte du judo. Quand je monte sur le tatami, pour des enfants, pour des adultes, je dois avoir le sourire tout le temps. Je dois être positif. Ils n'ont rien à faire de ma journée, de mes états d'âme. Que c'était dur ou moi, que je sois fatigué ou pas, ça, c'est pas leur souci. Les enfants viennent pour être bien, les adultes viennent pour être bien. C'est à moi d'enlever le masque et de repartir avec le côté éducateur et de leur donner du plaisir. Bien sûr que les gens qui sont au judo, que ce soit les parents d'élèves ou les judokas, certains ne savent pas ce que je fais dans la vie à côté. Ils n'arrivent pas, même pour eux, ça va pas, tu es tellement dynamique sur le tatami, tellement à dire des bêtises, à faire bouger sous une forme de pédale qu'à ma façon. Et de la même façon, je pense que les gens qui me voient sur le terrain la journée ne peuvent pas s'imaginer que je sois professeur au judoka dans la vie. C'est à l'opposé. Les deux sont à l'opposé. Voilà. Donc, mais par contre, ce que je retrouve, c'est savoir rester serein, le contrôle de soi et le respect. Je retrouve dans le judo et à l'étude. Alex, est-ce que tu as des citations que tu aimes bien? Je disais souvent, bon, même si j'aime pas le mot le verre à moitié plein, mais ça, je veux, même si la phrase me plaît pas spécialement, mais sur le principe, pas la phrase le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, c'est pas joli. Par contre, j'aime cette notion de dire, je vois le positif, toujours. Et dans chaque chose qui est négative, il faut voir le positif. Souvent, on est touché par des choses dans la vie de tous les jours, des choses négatives qui nous font mal. Ce qui permet de tenir debout, c'est d'en tirer le positif. Ouais. La difficulté, c'est de se projeter, par contre. C'est de se projeter. Ne jamais regarder en arrière, sauf pour les jolies choses du passé. Ne jamais regarder en arrière, toujours se dire c'est devant. Ça, par contre, c'est sûr et certain. Je me suis aperçu que on fait tous des erreurs dans la vie, on apprend de nos erreurs, mais ça c'est normal, toute personne, on est tous comme ça, mais il faut avancer avec le sourire, en gardant ça comme une expérience, et croquer la vie à pleines dents, j'ai envie de dire. Parce que, comme je disais quand tu me parlais tout à l'heure de l'âge, on ne sait pas quelle sera la suite, on ne sait pas le temps qu'il nous reste à vivre, parce que la vie peut aller assez vite pour des raisons X ou Y. J'ai vu chez des copains de mon âge. Et tu te dis, chaque jour, faut positiver, faut avancer, faut voir de la mort de la vie à pleines dents, pas comme si c'était la dernière journée, mais se dire, je vais pas me morfondre, je vais pas me plaindre. Je disais tout à l'heure, on a 80 ans, 90 ans, en se disant, oh, je suis vieux, et se dire, mais j'ai la chance de les avoir. Il y en a d'autres, ils n'ont pas eu 90 ans. Ils sont morts à 25 ans. Je suis peut-être un vieux, je suis pas en forme, j'ai des arthroses, je perds la mémoire, mais par contre, j'ai la chance d'être encore là. Et c'est à moi d'avancer positivement et de croquer la vie à pleines dents, quel que soit le temps qu'il reste. On n'est que de passage. Il faut vivre en temps présent, en temps réel, avec le sourire. Et Alex, avant de venir, je me suis permis de regarder ta page Facebook. Non, c'est pas vrai. Si, j'ai regardé. Et je la trouve très élégante. J'allais dire très british. Très passionnel. Je suis quelqu'un de passion. C'est-à-dire que, oui, c'est un peu ça, british, c'est un peu ça. Tu as raison. Je suis un passionné de la vie, donc comme on disait à l'instant, mais toutes ces petites choses de la vie à côté, sans être banal, mais des jolis vêtements, les voitures, les motos, la décoration. Je suis un fan de ça, de déco, de tout ça. Donc, c'est pour ça qu'à un certain moment, quand on parlait de compétition et tout, j'ai voulu arrêter tout ça et partir dans pas la vraie vie, c'est pas ce que je veux dire, mais faire quelque chose où je me sente bien, où je me crée un cocon. J'ai une famille, c'est un cocon, c'est une vie. Et tout ce côté british, des jolies choses, à mes yeux à moi, qui me plaisent, se donner les moyens d'eux, ça c'est aussi le judo. Si tu veux quelque chose, tu l'as, mais par la volonté. Hein, tu ne grattes pas des tickets, tu vas bosser et tu te fais plaisir. Ça, c'est ma volonté. Et oui, ma page Facebook est avec des voitures, des motos, des choses de déco. Même ici, tu vois, on est chez toi, j'ai changé d'être chez toi, il y a quelque chose de très épuré. Oui. Oui, je suis quelqu'un un peu... Ça va faire rire du monde, ça, je suis maniaque. Je suis un petit maniaque, mais dans tout, j'aime tout. Les gens se rigolent de moi, mais sur le bon ton. Mais tu vois, on parle de choses comme ça. Dès que j'ai des vêtements, je mets une paire de lunettes, des choses comme ça. Je suis un peu un côté pas efféminé, un côté un peu qui aime les choses
Oui, j'aime être perfectionniste, mais j'aime toutes ces petites choses-là. Est-ce que t'es british, comme tu dis, c'est ça? C'est un british, c'est le gars qui met les petites lunettes qui vont avec la cravate et tout. Et je suis... Ouais, quand je vois quelqu'un comme ça, je dis, waouh, quelle classe. Je trouve que cette personne, que cette femme, que cet homme a de la classe, et je trouve qu'il fait bien de s'habiller comme ça, ou de se tenir dans cette posture, d'arriver, qu'il y a un joli papier blanc, ou que ce soit noir avec des jolis... Et je me dis, waouh, c'est classe, c'est joli. Donc je l'ai mis dans ma vie. Tous les jours, c'est ça. Tous les jours, c'est ça. Et ça m'apporte un bien-être. Très honnêtement, ça m'apporte un bien-être. J'aime être dans des vêtements, dans des endroits. J'aime me balader à des endroits que j'aime. J'aime, voilà, tout ça, la beauté. Je m'émerveille de tout. C'est que je suis un peu un gamin. Je vais dehors, je m'arrête, je disais tout à l'heure quand j'étais jeune, mais ça ne s'est pas arrêté. Malheureusement ou heureusement, je dirais plutôt heureusement, je vois des arbres, je vois des fleurs, même quand je travaille, je m'arrête, je dis qu'est-ce que c'est, je vois un chemin avec des fleurs, qu'est-ce que c'est joli, je vois une jolie maison, mais je dis qu'est-ce que c'est beau, la vie est belle. Je pense que la vie est belle, ça résume tout. La vie est belle, il faut en profiter. Il faut vraiment en profiter. Tu voyages un peu, toi? Depuis peu de temps, j'ai essayé de plus voyager, de me donner du temps. J'ai beaucoup bossé. J'ai aucun week-end. Le samedi, je travaille aussi, le dimanche aussi. Et ça fait 3, 4, 5 ans que je me permets de partir un petit peu à l'étranger. Pas très loin pour l'instant. Je suis en Europe. J'essaie de... Une destination qui t'a plu? Étrangement, j'aime beaucoup les pays du Nord et de l'Est. Ça me surprend pas. Pardon? Ça me surprend pas. Ah bon? Tout ce qui est suédois, tout ce qui est... Bah oui, J'étais étonné par la Belgique. Ma fille a été faire un stage en Belgique. J'ai un peu rigolé quand elle me dit ça, parce qu'elle devait être en Australie, puis avec le Covid, c'était un peu difficile. C'est un pays que j'aime beaucoup, moi, la Belgique. Et j'avais un peu, pas d'a priori, mais je suis arrivé là-bas, j'ai pris une claque. C'était où? C'était à Bruxelles. Ouais, c'est une très belle ville. Et je suis en train de chercher la petite ville où était à côté aussi, qui était jolie. Mais j'ai pris une claque. J'ai pris une claque dans tout. Par les gens déjà, par la sobriété des choses là-bas. On parlait tout à l'heure des maisons. C'est très propre, c'est très joli. C'est une vie qui me correspond. Il y a une élégance aussi. Il y a une élégance, tout à fait. C'est ça le mot juste, tu as raison. Il y a une élégance que j'avais trouvée aussi un petit peu en Allemagne. J'ai découvert l'Allemagne, j'ai une femme qui est professeure d'anglais et d'allemand, et j'étais en Allemagne, puis j'aime beaucoup aussi les motos, les voitures, et j'étais faire des musées, des choses qui m'interpellent. Et j'étais surpris par les gens, leur façon d'être, encore l'élégance, c'est le mot exact, je crois. Comme en Belgique, des choses qui paraissent très banales, mais qui pour moi, le petit bonhomme rouge pour traverser, et qu'on voit en Belgique ou en Allemagne, les gens attendent, et que nous, Français, on arrive, on commence à voir traverser, et que les gens nous regardent interrogatifs, on dit « Ouh là là !» Mais les bases sont là, les bases sont là. Je suis arrivé en Allemagne, je dis « Mais l'herbe, elle n'est pas coupée, comment ça se fait que c'est pas coupé, l'herbe et tout ?» Mais c'était le côté écologique de la chose, et c'est joli, ces grandes herbes qui poussaient, et des endroits c'était coupé, d'autres pas, et je dis « Mais ils ont tout compris !» Et en Allemagne, en Belgique, en Hollande aussi, j'ai trouvé que les gens ont une vie moins stressée que nous, profitent de la vie. Ils ont un niveau de vie qui est supérieur au nôtre, ils ont une qualité de vie qui est supérieure à la nôtre, ils ont un stress qui est inférieur au nôtre. Ils ont une jolie vie. Et là, j'ai envie de partir vers le sud, j'ai envie de partir évidemment vers le soleil, mais j'ai trouvé dans ces pays une philosophie, une élégance. Je crois que tu as trouvé le mot. C'est vrai que ça me plaît énormément ce que tu dis là. Une élégance. J'ai trouvé une élégance dans ces pays-là. L'élégance que j'ai trouvée en Angleterre, dans la façon souvent de s'habiller pour les gens qui sont un peu... Voilà, c'est touchant, c'est touchant. Et ces pays de l'Est et du Nord me touchent, et j'ai envie cet été, j'irai dans le Sud, mais je remonterai encore plus au Nord pour aller Suède, Pays-Bas, tout ça. J'ai vraiment envie de découvrir encore des choses. Et ce que j'ai vu déjà là, ça m'a énormément plu. Et je vais encore découvrir. La Belgique, il y a un détachement, je trouve, tu vois, par rapport aux choses. C'est ça. Il y a un détachement. Cette notion de stress, j'en parlais tout à l'heure. Cette notion de bien-être. Les gens sont heureux. J'ai l'impression qu'ils sont heureux, qu'ils sont bien. Et que nous, alors c'est une généralité évidemment, mais qu'en France, on voit les gens beaucoup courir dans tous les sens, courir après la vie, courir après tout. Ouais, mais c'est le côté latin. Hein, c'est ça. Qui fait ça. Ouais. C'est ça, exactement. Et là-bas, par contre, c'est le côté, je sais pas, la force tranquille, je dirais.
la force tranquille. Quand on y va, on le ressent tout de suite. Tu passes la frontière, tu rentres dans les terres, et là tu vois les gens, la façon dont ils te parlent, le respect qu'ils ont, la gentillesse, c'est touchant. Alors je sais pas, hein, je suis tombé amoureux il y a 5 ans, et une fois par an maintenant j'y vais. Dans le nord, dans l'est, et je vais découvrir encore, j'ai vraiment envie de découvrir, c'est pas très loin, Non, c'est pas loin. Hein. mais quel bonheur. Super. Est-ce que tu as un livre ou un film que tu as beaucoup aimé à nous conseiller? J'étais mordu de film quand j'étais petit, et avec ma sœur on allait à la salle Racine chez ma grand-mère qui tenait un petit magasin pas loin, et j'avais les fiches de cinéma que je mettais tous les films et tout. J'ai beaucoup de films qui m'ont touché pour différentes raisons bien sûr. Alors un truc banal mais l'as des as, c'est avec Jean-Paul Belmondo pour le côté Jean-Paul Belmondo, hein, quelqu'un d'extraordinaire avec ses qualités sportives, son humour, sa force physique, enfin plein de choses qui font que c'était un homme, un vrai. Des vieux films avec Jean Gabin, c'est vrai que ça va de Top Gun, qui était aussi une génération où amoureux. J'étais juste militaire à cette époque-là, je m'étais acheté la même moto que lui. Voilà, c'était des passions, de choses, la musique, cette musique dynamique et tout. Mais j'étais surtout, à l'époque, étant jeune, à partir de 10 ans, j'avais craqué, j'avais été au cinéma, et j'avais craqué sur Fame, qui était sorti au cinéma. C'était, je dis peut-être une bêtise, c'était pas Fame, c'était Standing Alive, je crois. Parce que Fame est sorti beaucoup plus tard, je dis des bêtises. Je vous regardais à la télé, Fame. Mais toutes ces comédies musicales, tous ces films accompagnés de musique, ça y est, je l'ai, le film. R. Ah, R. R, qui est sorti, j'avais 10 ans, en 78. J'avais été le voir au cinéma parce qu'il n'y avait rien d'autre. Et j'ai dit, waouh, les comédies musicales, j'adore. Et j'ai rêvé pendant des années qu'à Paris, ils fassent des... Toute ma jeunesse, je dis, mais quand est-ce qu'ils vont faire des comédies musicales? Et dès que la première est sortie, j'étais fifou parce que je suis allé en voir et je me disais, j'adore ça, voir des gens danser. Il y a une scène, c'est comme du théâtre avec de la musique. Et toutes ces comédies musicales qui ont été faites étaient extraordinaires. Et tous ces films musicaux, pour moi, Air, Flashdance, Céline Life, sont vraiment des films qui m'ont énormément touché. Voilà, c'est dans des films très, on va dire, grand public, hein, mais qui m'ont donné du sens à ma vie, qui ont fait des petits... Ça me fait pétiller mes yeux et mon cœur. Donc c'était vraiment... Alors, il y a plein de films beaucoup plus... Autant n'emporte le vent, des choses comme ça. Des films beaucoup plus posés, mais qui m'ont énormément touché. Des films avec James Dean, La Fureur de vivre, des choses comme ça. Dernièrement, quand ils ont fait même... Il y a l'ancien Le Mans, évidemment, il y a le nouveau Le Mans qui était extraordinaire. Il y a plein de... Mais je suis un amoureux. Je suis un cinéphile et je suis vraiment un amoureux de tous les films et de beaucoup d'acteurs, à Camille Poulain, avec plein de choses. Des films qui quand je sors, ça me travaille. Je trouve ça extraordinaire. Je me dis comment des metteurs en scène peuvent trouver autant de choses, comment mettre ça en image, avoir les bonnes émotions au bon moment. Super. Alexandre, j'ai une dernière question qui est toujours la même sur le podcast. C'est quel est ton endroit préféré en Berry? L'endroit où tu te sens bien? Je dirais en premier, dans mon petit village, à Chézel, il y avait un petit ruisseau qui s'appelle la Trégonce, qui était derrière l'église, qui était un petit coin avec des petits arbres, et où à partir de 6 ans, comme j'étais seul dans le village, c'est un tout petit village, j'allais m'asseoir là-bas, et je restais des heures assis à côté de la Trégonce à regarder la nature. Tout seul? Tout seul, ouais. À 6 ans, j'étais... Ah oui, j'étais... Mes parents étaient travaillés... C'est pas que j'étais indépendant, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas... C'est pas comme maintenant. 6-7 ans, j'étais déjà en train de me balader tout seul dans la forêt. Plutôt solitaire? Plutôt solitaire, j'avais des copains là-bas, mais j'étais quelqu'un d'assez, comme je disais tout à l'heure, introverti. J'avais quelques copains, bien sûr, qui venaient avec moi, mais de temps en temps, j'aimais me retrouver seul et rester face à la nature. Ce qui m'arrive aussi de temps en temps. Lorsque je fais des dossiers difficiles, hein, je m'arrête dès que je vois une forêt, un chemin. J'ai dit tout à l'heure un chemin sous des arbres avec des fleurs. J'ouvre la porte, je descends de voiture, je respire, je m'assois quelques minutes, je profite de la nature qui me ressource. Regardez les arbres, j'aime énormément. Je cours, je vois les arbres, je regarde les arbres, je prends plaisir à regarder les arbres, je dis qu'est-ce que c'est beau. Mais c'est vrai que la nature me touche beaucoup. Et depuis tout jeune, George Sand, qui est un endroit où j'aime passer à tout moment, quand j'ai besoin, c'est l'endroit où je me ressource. J'ai besoin d'y aller. Alors que ce soit pour aller
marcher dans les jardins où était cette chère Aurore. Mais c'est vrai que j'aime marcher, j'ai des frissons, j'ai plein de choses, ça me parle énormément. La place me plaît énormément parce que c'est joli, c'est une carte postale. C'est une carte postale. Ça me touche énormément cette campagne et je pense que beaucoup de gens, évidemment très connus, ils sont passés, c'est pas pour rien et ont trouvé aussi... L'aspiration. Hein. C'est ça, exactement. Et ils ont vraiment été là-bas, ils étaient bien. Et moi maintenant, dès que je peux, je prends ma petite bécane, j'y vais, hop, je m'arrête, je vais marcher, ou je prends ma voiture, j'y vais. Quand je passe là-bas, hop, je m'arrête. Souvent, je passe devant, hop, je m'arrête. Que ce soit l'hiver ou l'été, si la petite librairie, elle est ouverte, on rentre dedans, je regarde quelques petits bouquins, je les feuillette, je regarde les choses sur sa vie, mais quel bonheur, quel bonheur. Donc c'est vraiment un endroit où j'aime aller me ressourcer à tout moment. Merci Alexandre. Merci à toi Stéphane. Pour cette conversation inspirante en tout cas. Mais c'est très agréable, franchement très agréable. Merci à toi surtout. Et bien merci, salut. Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Alexandre vous a plu. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn tous les liens évoqués lors de cette conversation. Merci à tous les auditeurs qui partagent les posts Facebook, LinkedIn ou Instagram. C'est le seul moyen de faire connaître le projet Goodberry et notre beau territoire, ainsi que ceux comme Alexandre qui l'animent. Dernière chose, le site goodberry.fr est né, vous pouvez jeter un coup d'œil et me faire des retours. Il est en construction et évoluera au fil du temps. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.